trois sorciers sont donc de sortie comme chaque troisième vendredi du mois pour faire le bilan de cette échéance du mois d'octobre sur les marchés. Nous accueillons donc Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien notamment. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Romain, une échéance somme toute positive. Ben oui, effectivement. Après, c'est le 2 septembre qui était déjà positif, malgré la saisonnalité négative de ce mois de septembre. Légèrement. Ben oui, effectivement, il ne s'est rien passé cet été, en fait. Tout va bien. Non, le trou d'air de l'été a été oublié. Peut-être pas complètement. On va le voir du côté de la volatilité, par exemple. Il y a quand même toujours des petits signes de tension, parce que la couverture se paye assez cher, même si on constate qu'il y a de ce côté-là, sur les indices américains, un peu d'optimisme à court terme. Encore une fois, pas d'optimisme BA, pas de grosse complaisance, mais des éléments qui laissent à penser qu'il ne faudrait pas décevoir à court terme sur des indices américains. Non, on progresse sur cette échéance de 1,07%, 7608 points, 80 points de hausse par rapport à l'échéance précédente, et on avait déjà progressé de 90 points auparavant. C'est neutre, en fait. L'indice CAC 40 est un cas à part. On est péniblement à l'équilibre en hausse depuis le début de l'année, quand le DAX prend 16%. Donc là, je ne parle pas des indices américains, donc qui flirtent avec leur plus haut. Il est normal qu'il y ait un peu de fébrilité au début de la saison des publications, alors que la majorité des grands indices sont sur leur plus haut historique ou flirtent avec. On a des comportements qui sont assez divergents au sein des indices eux-mêmes, si on regarde le CAC 40 en particulier. Ce qu'on peut dire des marchés dérivés en termes d'intérêt, c'est que on le craignait, le marché des dérivés à Paris a été déserté déjà au mois d'août, et on ne reconstruit aucun intérêt. On a construit sur toute l'échéance, et dans une progression de 1,5%, 4500 contrats futurs de plus. Donc c'est rien. C'est-à-dire, alors en pourcentage, ça fait presque beaucoup, c'est 2,5%. On a une position qui est asséchée. Donc, il y a vraiment un intérêt ouvert qui est très, très maigre. Sur l'Eurostock, c'est pas très brillant non plus, puisqu'on a recréé tout au long de l'échéance, dans un mouvement de progression de l'ordre d'un 1,5% aussi hier soir, un intérêt de 7%. Alors, l'Eurostock, c'est beaucoup, beaucoup plus gros, mais 7% de création d'intérêt, c'est pas énorme sur une position ouverte globale qui s'établit à 2 300 000 contrats, 2 256 000, contre une moyenne à 3,5 millions. Donc, je rappelle toujours qu'en août 2022, il y avait 4,5 millions de contrats ouverts sur l'Eurostoxx. Il y en a 2,5 millions à hier soir sur le même indice, qui est nettement plus haut. On peut dire que aussi du côté des couvertures, le mois dernier, on était donc 1,5% plus bas. Le ratio de couverture était aux alentours de 0,9, ce qui veut dire optimiste. Là, on clôture hier soir à 0,67. Donc, on a un ratio de couverture qui est quand même encore plus optimiste, alors qu'on est plus haut et qu'on entame une saison de publication dont on a pu voir qu'elle pouvait déclencher des mouvements un peu brutaux. Je pense évidemment à SML ou à quelques valeurs du luxe. Donc, à LVMH pour l'instant. Donc, comportement qui est peut-être en train d'être moins inquiétant sur l'indice parisien, mais qui est quand même complètement plombé. Donc, on ne voit pas de choses magnifiques. Oui, décrochage a eu lieu. De la dissolution, et voilà. On avait une alerte ce mois-ci quand même sous 7250. La structure des positions d'options nous indiquait que si on rompait ce niveau-là, ça pouvait être très très violent. Ça n'a pas été le cas. Ça a tenu. On est même allé au-dessus, 7400 points. Donc, on a redéfini un petit peu le range. Sur les indices américains, c'était un peu différent. On monte avec du soutien dans le sens de la tendance. C'est plus propre comme construction. Il n'y a pas d'invalidation jamais. Quand on baisse, la position ouverte diminue. C'est le signe d'un marché haussier. On a un ratio de couverture qui est très optimiste, mais c'est normal un peu aussi, puisque on ne se couvre pas quand tout va bien, on se couvre quand il y a des alertes et des warnings. Les petits warnings des dernières heures sont à prendre en compte pour des mouvements de retracement qui pourraient alimenter des épisodes de volatilité à court terme. On a eu sur tous les grands indices américains ce qu'on appelle des avalements baissiers au cours de la séance d'avant-hier. Donc la bougie du jour a englobé la bougie précédente dans des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Ça signifie qu'on pourrait avoir des petits coups d'essuie-glace dans les jours qui viennent, et ce qui est un peu normal, encore une fois, quand on était sur des points de marché à l'entame d'une saison de publication. Donc il y a pas d'éléments de stress majeurs. Les indices américains peuvent se permettre des consolidations de 3 à 6% sans remettre en cause la tendance de fond. C'est pas notre cas à Paris. On reste quand même vigilant. Je voudrais voir comment on construit cette nouvelle échéance du mois de novembre, d'une part, et puis comment on réagit aux saisons des publications pour lesquelles il y a des écarts.
Le dernier élément qu'on peut donner, c'est qu'on avait des valeurs benchmark beaucoup sur l'indice parisien qui nous donnait des cibles baissières complémentaires. C'est ça aussi qui permettait d'envisager qu'on aille un peu plus bas à Paris. On a Stellantis qui pouvait descendre avec des cibles graphiques de long terme autour de 10-20. Pour l'instant, elle a l'air de stabiliser autour de 12-49. On avait Pernod Ricard qui est autour de 127. Oui, c'est ça, 127. Le risque, c'était de descendre d'une dizaine d'euros de plus, 113. Elle a l'air de stabiliser depuis le mois de juin sur ces niveaux-là aussi. L'Oréal, on avait donné une figure baissière au mois de mars dernier qui indiquait 336. Ça paraissait beaucoup à l'époque. On est descendu à 345 cette semaine. Et elle a rebondi depuis. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ces cibles sont atteintes ou qu'on est en train de reconstruire? En tout cas, on n'en est plus très loin. Rémi Cointreau qui a donné une figure de retournement baissière aussi au mois de septembre 2023. Ouais. 57,60 la cible, je crois qu'on est descendu à 58 et quelques. Donc, il y a des grosses purges qui se sont mises en place et on a atteint. Il y a déjà des gros mouvements quand même qui ont été faits. On a atteint ou quasiment des cibles graphiques baissières. Donc, peut-être qu'on va pouvoir reconstruire. Je ne veux pas être trop optimiste tout de suite, mais je suis un peu moins inquiet que je l'étais le mois dernier. Jean-Louis, c'est intéressant quand même parce que sur les 3-4 dernières semaines, il s'est quand même passé pas mal de choses, des tensions géopolitiques, il y a eu la séquence chinoise qui est d'ailleurs peut-être encore continue devant nous, et pourtant quand on regarde le CAC, le range a été assez serré quand même ces dernières semaines. Oui, tout à fait, avec un marché... aujourd'hui, par exemple, ce qui rebondit, ce sont toutes les sociétés qui ont beaucoup baissé. Vous prenez les trois premières de la séance dans le groupe A, c'était LVMH, Hermès, il y avait Stellantis aussi, je pense. Ouais, aujourd'hui. Ouais. En tout cas, dans les 10 premières, ça se voit tout de suite. Ce sont des valeurs qui partent d'un point bas. On peut penser qu'LVMH, d'ailleurs, Bernard Arnault a repris ses achats, c'est possible, puisqu'il était dans la période où il ne pouvait pas le faire, juste avant l'annonce. Donc ça peut amener aussi un petit flux. Le CAC, si vous voulez, sur la politique française, on a toujours très peu de visibilité. On en a eu un peu plus, mais ce qu'on voit, c'est pas formidable pour les investissements. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, l'Europe, il y a eu ASML, là, cette histoire, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est scandaleux ce qui s'est passé avec cette fuite, cette erreur en pleine séance, vous vous rendez compte, où les gens se disent, bon, j'ai encore un jour et demi pour peut-être sortir ma position, on verra plus tard. La réaction de marché était moins violente s'ils avaient publié en temps et en heure? Je sais pas, mais non, mais est-ce que c'était simplement un moins 15 qu'il fallait prendre à un moment, ou un moins 20 à un moment ou à un autre? Pas dans ces conditions, Grégoire, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un truc important, c'est l'égalité de traitement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le professionnel qui est derrière son écran toute la journée, lui, il est au courant en temps réel, et le particulier, lui, qui normalement à la news... Les algos ont plus qu'u un coup d'avance sur la publication de ASML, oui. Et donc, non, puis surtout quand vous avez préparé un plan, vous disant, je vais sortir la veille, quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même pris un pain de 15 ce jour-là, et puis le lendemain... c'est pas fini. Moi, j'en ai acheté hier. J'en ai acheté hier un peu. Donc c'est pas un couteau qui tombe? Non, je pense pas. Non, c'était une zone cible. 623, 691, c'était une zone cible. C'était là où il fallait intervenir. J'ai attendu. C'était un moment pour intervenir. Oui, c'était un moment pour intervenir. Alors, moi, j'ai attendu un peu. J'ai payé sur la base de 634, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, toujours est-il que j'ai même vendu des puts. Échéance tout à l'heure. Et donc, normalement, c'est fini. Il valent 0. Hein. Donc, ça va. Il y avait des volatilités, là, pour le coup, sur ASML. Waouh, c'était très élevé. Alors, bon, le CAC... Moi, si vous voulez, j'ai défini un niveau, c'est 7340 pour repartir vers la baisse. On n'a jamais atteint, donc tout va bien de ce côté-là. Ouais. Et 7650 franchis, je parle du cash, pour repartir à la hausse. Et là, on a buté encore juste en dessous. Ouais. Donc on a buté dessous il y a 3 jours, ça recommence. Et pour l'instant, on ne franchit pas ce niveau. Alors, 7650, c'est un niveau à partir desquels les probabilités d'une dynamique se réenclencheraient. Bon. Alors, avec quoi? Avec, justement, des rattrapages de valeurs... Il y a le choix. Hein. Alors évidemment, si on prend les valeurs du CAC 40, on le voit aujourd'hui, on voit les bancaires, c'est pas mal, on voit le luxe, les bancaires, etc. Sartorius, hier aussi, on voit aussi c'est une nouvelle. Oui, mais des publications, somme toute médiocres, mais qui font plus baisser les cours sur certaines valeurs. Autant en Europe, on a déjà anticipé un fort ralentissement, notamment sur l'indice français, autant aux États-Unis, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que une mauvaise publication serait un peu dévastatrice. Et on a vu la réaction d'NVIDIA immédiate dès que ASML a publié des chiffres un peu moins bons qu'attendus. Voilà. Donc,
TSMC a remis un peu les compteurs à jour le lendemain, visiblement. On a remonté un peu l'optimisme, bien sûr, sur le secteur, qui a progressé cette nuit partout, que ce soit en Asie, aux États-Unis. Maintenant, est-ce que nous sommes à un moment donné où on pourrait envisager de grandes manœuvres? Non, je ne pense pas. On voit toujours qu'il y a une volatilité implicite à 1 mois, à 3 mois à peu près pareil, parfois même à 3 mois supérieur, ce qui est quand même assez incroyable. Et est-ce que pour autant le marché est fragile? Non, la construction est toujours solide, je le répète depuis maintenant, je vais envie de dire des années. C'est incroyable, mais depuis qu'on a franchi les derniers plus hauts, on a toujours eu une hausse construite dans la méfiance, dans la prudence, et donc ça continue. D'ailleurs, les positions qui sont souvent recommandées, je vois aussi prises par des hedge funds, c'est des achats de put spread. Donc, ils achètent, par exemple, un put 7003, 7004, si on prend le CAC 40, pour que les gens aient bien les repères. Et ils vont vendre du 6008 sur une échéance mars, par exemple. La fois dernière, c'était décembre. Et ils recommencent sur mars, et après peut-être sur juin. Ce qui fait qu'ils se couvrent à 7004 en se disant, bon, il peut y avoir un trou d'air, mais vers 6008, je suis acheteur potentiel. Et ce put 6008 qu'ils vendent finance un peu plus la moitié du 7004, ce qui est pas mal. Bon, voilà, c'est des positions saines, ça, c'est plutôt pas mal, parce que dans la zone des 7004, si vous voulez, si le gérant ou le trader est couvert par des puts, eh bien, il n'est pas vendeur potentiel, puisqu'il a le droit de vendre grâce à cette option. Voilà, donc... Après, sur les perspectives économiques, Mais sur le CAC, Jean-Louis, il y a un vrai décrochage. Il faut vraiment regarder cet indice à part aujourd'hui. D'accord. Parce que le DAX est au plus haut historique. Est-ce qu'un objectif pour le CAC, ce serait quand même de revenir sur ces niveaux historiques, ou est-ce que l'histoire du CAC est complètement dissociée du reste des indices européens aujourd'hui? Déjà, le DAX, attention, parce qu'il y a le cumul des dividendes. Non, mais ça fait une différence énorme, parce que le calcul du DAX, c'est compliqué. C'est-à-dire que les dividendes sur un indice à 5 000 ou sur un indice à 15 000 bien sûr, ne sont pas pondérés de la même manière. Bien sûr. Donc c'est complexe d'analyser la performance réelle. Il suffit de regarder, par exemple, SAP, tout simplement, éventuellement. Les gens peuvent regarder SAP, c'est la plus grosse... Le stock 600 est quasiment au plus haut. Oui, non, mais SAP, dans le DAX, c'est la plus grosse CAPI. On voit qu'elle est au plus haut. Bon, ben voilà, les anticipations sont favorables. Et on voit par l'automobile, qui est un peu en difficulté, mais on voit que les valeurs sont quand même bien orientées. Il n'y a pas de problème. Mais de là, comparer l'un par rapport à l'autre, non, il ne faut pas le faire. Alors, est-ce que le CAC 40 peut repartir? Bien évidemment, il peut repartir. Il y a des moteurs potentiels, c'est évident. Le luxe, par exemple, peut être un moteur. Les bancaires, oui, pourquoi pas. Et puis, il y a beaucoup de valeurs, parce que cette dispersion de performance qu'on a connue depuis des mois et des mois, elle s'est amplifiée avec des valeurs où on se dit, mais elles vont où, quoi? Alors, tout à l'heure, Romain parlait des plus 30 moins 30. C'est ça, on a des plus 30 moins 30 sur l'indice. Bien sûr. Schneider à plus 30 et Stellantis ou Kering à... Aujourd'hui, Schneider, c'est la deuxième CAPI du CAC 40. La deuxième pondération. Ah oui. Derrière LVMH. Eh oui. Maintenant, LVMH est à 8,9, Schneider est à 8,1, Total est à 8. Et après Sanofi. Ou L'Oréal. Sanofi. Sanofi après. Non, je crois que Sanofi. D'accord. Oui, Schneider. Ah ben non, mais on se rend pas. C'est la darling dont on parle jamais, hein. Mais enfin, on en parle, mais je veux dire, c'est rouleau compresseur. Au mois d'août, elle était tombée à 180, et elle a fait une pointe, elle est repartie comme une balle, et c'est vraiment. Pour moi, et je l'avais déjà dit dans votre émission il y a longtemps, c'est un peu un indicateur, c'est un éclaireur, si vous voulez. Il faut suivre Schneider. Ouais, c'est intéressant de suivre Schneider. C'est un éclaireur, quelque part, de l'activité, du moral des sacré baromètre, hein, oui. Voilà, exactement. Sacré baromètre mondial. Philippe, bon, on est rentré au cours du mois d'octobre dans la 3e année du bull market. Ouais. On est rentré dans le 11e mois de hausse sur 12. Là, on conclut la 6e semaine de progression. Voilà, c'est comme dirait Victor Hugo, le marché est une force qui va. Et ça va. Le dollar baisse. Ah, c'est bon pour les exportatrices américaines. Wall Street va monter. Le dollar se met à reprendre 2,5-3%. Les US vont bien. C'est très bien, ça veut dire que les US vont très très bien. Les taux, ils se détendent de 40 points par rapport à fin juillet.
le cycle de taux est là. On va encore accroître les marges. Les taux reprennent 40 points. Le 30 ans revient à 4,40. Le 10 ans repasse au-delà des 4,10. C'est la preuve, effectivement, que l'économie américaine va très bien. D'ailleurs, le marché a plutôt préféré de voir les taux remonter plutôt que de voir les taux baisser cet été. Hein. Non. Non, mais... la quand les taux ont baissé, LVMH a perdu 30%. Quoi. La dernière fois qu'on se voit, je vous avais dit, les États-Unis viennent de lever 12 milliards de dettes par jour. Ça, c'était donc le 19 septembre dernier. On était à 12 milliards par jour. C'était le record absolu. On battait même les injections de la période Covid. Donc ça, c'est la dette levée par le Trésor américain. Voilà. D'accord. Là, oui. Depuis 15 jours, on lève 15 milliards par jour. Donc le marché est inondé de liquidités. On peut dire ce qu'on veut, parler du dollar, des taux, ça n'a aucune importance. On rajoute des jetons dans le jukebox. Enfin, c'est pas la Fed, le Trésor. Mais non, mais je veux dire, c'est pas le QI de la Fed. Le Trésor, il lève de l'argent pour le fonctionnement de l'État fédéral, plein de choses. Je peux vous faire je pourrais prendre un paperboard. Je peux vous faire le schéma. Comment les unités monétaires émises se transforment en fait en sous-jacent des opérations à terme. Voilà. Plus on crée de dettes, plus on crée de sous-jacents donc de jetons pour faire monter les mises. C'est tout, c'est du collatéral. Et puis derrière, les algos, ils reconnaissent bien effectivement tous les niveaux. Jean-Louis, il a bien vu effectivement que le CAC, c'est 7650 et 7400, 7390. Le DAX, il refait son record aujourd'hui. Voilà, tous les niveaux maximum sont atteints pour les trois sorcières. Tout est absolument normal. C'est du classicissime. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Si les États-Unis passent à 16 milliards par jour d'ici novembre, on aura atteint les 6 000 sur le S&P. J'ai quand même l'impression, je ne sais pas, mais ça passe pas totalement inaperçu ce que vous décrivez. Quand je vois par exemple que l'once d'or effectivement prend 30% depuis le début de l'année, je me dis, tiens, il y a peut-être quand même des gens dans le marché qui se disent que c'est intéressant d'avoir de l'or en tout cas. Bien sûr, il y en a qui voient très très bien le rapport entre la hausse des marchés, la hausse de tous les actifs, l'expansion des multiples et puis l'expansion de la masse monétaire. C'est de l'argent sorti effectivement de nulle part. Il n'y a aucune richesse créée par les États-Unis en face. Donc d'accord, Elon Musk, il a réussi à faire revenir un gros lanceur. Mais voilà, c'est un exploit technologique, ça ne reflète pas l'économie américaine. Psychologiquement, c'est important. Mais la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises américaines qui font faillite. Il y a JP Morgan qui a augmenté de 10% ses provisions pour perte. Enfin, il y a des tas de signaux qui sont... c'est la réalité des choses. Et la croissance est achetée à crédit, elle est achetée de plus en plus cher. 12 milliards, 15 milliards, je ne sais pas en novembre combien. Voilà. Il y a un moment, ça va craquer. Mais... on en est, je me disais, au 11e mois sur 12. Pourquoi pas un 13e mois ? Pourquoi pas un 14e mois ? Enfin, on aime tous les 13e et les 14e mois. Mais voilà. Et dans ce contexte, comment vous prenez la baisse de taux de la Fed de 50 points de base ? Là, il y a eu certainement une volonté d'abord de ne pas décevoir le marché, de ne pas le contrarier. Le marché voulait 50. À une semaine de la Fed, c'était pricé 50, et à une semaine d'une décision, généralement, la Fed ne va pas contre l'anticipation. Et la BCE vient de s'exécuter. Ils voulaient baisser les taux une réunion sur deux. Le marché a dit c'est moins 25, là, à Ljubljana. C'était moins 25 il manquait pas d'arguments pour le faire, quand même. Non, mais bien sûr, mais je peux au-delà du pricing de marché. On pouvait aussi soutenir la proposition inverse, comme par exemple, les salaires progressent et assez fortement. Les taxes, tout ça va se retrouver également dans le prix de vente. Quand on va tout surtaxer en France, on va avoir une hausse des prix par la taxe via les prix administrés, ils peuvent monter, oui. La TVA. On a les prix des services. Alors oui, on est à 1,7 aujourd'hui en chiffre global sur l'inflation en zone euro. On est à plus 4 sur les services. 3,9. On a baissé. Non mais on est loin à 3,9, on est loin des deux. Et les services, c'est 70%. Il n'y a pas besoin que l'inflation des services aille à 2 pour que l'inflation globale soit à 2. Ça on a s'équilibrer autrement. On a la chance que le pétrole retombe en dessous de 70. Mais donc il ne fallait pas que la BCE baisse ses taux.
Non, mais pourquoi pas? Mais c'est parce que c'est pas ce qui était anticipé 15 jours avant. Si le marché a décidé, ça change. La Banque centrale s'exécute. Qui est le patron? C'est plus la Banque centrale, c'est le marché. Et qui est le patron en dernier ressort? C'est les algos. Bon, on verra. Et les flux d'argent, tout simplement. Oui, c'est ce que je te dis, c'est les 15 milliards par jour. Alors, oui, mais alors, je regardais sur les ETF, chaque semaine, c'est entre 20 et 30 milliards nets qui entrent sur les ETF. Là, ces derniers temps, ça a été la Chine, grâce aux dernières annonces qu'ils avaient fait. Ils avaient connecté il y a des flux de collecte très importants. Il y avait 20 pour la Chine, mais 10 encore aux États-Unis. Bon, après, les autres se partagent les miettes. Mais c'est de l'argent qui est en permanence des flux entrants sur les ETF indiciels. C'est sans arrêt. D'où sort cet argent? Je répète, d'où sort cet argent? Ça, c'est de l'argent des investisseurs. Non, mais les investisseurs, c'est l'argent, je dis, c'est de l'argent qui tombe du ciel. C'est les 15 milliards par jour aux États-Unis. Non, mais c'est pas le Trésor qui met. On l'invente pas. Philippe, mon argent, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Non, mais ces investisseurs, pas l'argent du Trésor. Les investisseurs, ils n'inventent pas cet argent. Ils reçoivent des jetons, ça leur permet de prendre des positions à terme. Et plus il y a de collatéral, plus ils peuvent s'engager. Je suis pas sûr que le particulier qui met de l'argent dans des ETF et la masse de particuliers qui mettent de l'argent dans des ETF, ils puissent accéder à des systèmes de collatéraux avec de la dette émise par le Trésor américain. 7 à 10% du volume quotidien. Les grands garçons, ils ont laissé les 80%. Sur les ETF, c'est quand même des marchés aussi très retail aux États-Unis et dans le monde, les ETF, de ce point de vue-là. La Chine, on peut dire un truc sur la Chine? Non, je sais pas, les indices chinois, je sais pas, ça vaut le coup d'en dire quelque chose. Ça a été quand même un fait marquant des dernières semaines. Alors ça bouge sur les indices chinois, ça fait bouger le luxe aussi, même avec des résultats un peu compliqués. C'est très... oui, je veux dire, Schneider progresse bien aussi. Mais le luxe varie vraiment au gré des annonces chinoises. Ouais, si on parle du luxe, il y avait quelque chose qui était plombé depuis quelques temps. On avait eu raison un petit peu tôt sur le luxe, parce qu'il avait quand même beaucoup rebondi, mais on voyait que le trend n'était plus le même. On avait évoqué, je me souviens, en août 2021, déjà le plongeon de oui. Fin août, c'est ça. Fin août, on prend un moins 15, moins 20 en séance, c'est ça sur Kering. En haut de marché avec des figures horribles. Et le top avant le Nasdaq. Avant le Nasdaq. Donc 6 mois avant le Nasdaq. Ça permettait de se faire une idée du tempo. Mais donc, les rebonds récents, pour revenir à des choses plus récentes, dans le luxe, c'était plombé, ça se voyait assez. Je pense qu'il y avait un excès de pessimisme aussi. Les annonces de la Chine, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un effet probablement peut-être un peu de rachat de short, de décalage rapide dans un marché où on avait un consensus qui était quand même très pessimiste, une baisse qui était marquée depuis quelques temps, un petit effet de contre-pied. Si on regarde Kering, quelques jours après, l'effet Chine était gommé. Bien sûr. Complètement. Oui. Si on regarde LVMH post-résultat, c'était gommé aussi. Pareil. Donc, ce ne sont pas des mains fortes qui ont payé ces valeurs-là à ce moment-là. Sinon, on aurait au moins stabilisé un peu plus haut. C'est simple, quand on regarde le mouvement, on a stabilisé quelques heures au-delà des 60% de retracement. On dit en analyse graphique qu'en dessous des 60, c'est 100% de retracement de la tendance. C'est exactement ce qui s'est passé. On n'avait pas de mains fortes qui ont payé ces titres-là. Voilà. Pour ce qui est de la Chine, on l'avait évoqué. On dit toujours que c'est ininvestissable d'un côté parce que on sait comment le pouvoir politique peut avoir des influences lourdes sur l'évolution des actions et du fonctionnement. Simplement, on avait vu des soubresauts, nous un peu tôt, puisque ça date de février dernier, et on avait recommandé d'avoir une petite allocation d'actifs sur la Chine. C'est ce qu'on a fait. La patience paye en bourse parce que ça n'a rien fait du tout. Même ça a été très décevant pendant un moment puisqu'on est revenu sur les points d'entrée. En revanche, en 3 semaines, on a fait 30% de performance. Donc, c'était un pari à avoir. Maintenant, si les spécialistes veulent se lancer sur des titres individuellement là-bas... Et quand on a fait plus 30 c'est bien de... on a laissé filer un petit peu. C'est-à-dire qu'on a fait plus 30 parce qu'on n'avait pas le meilleur point d'entrée. Il y a des indices qui ont fait 40, même un peu plus. Mais à plus 30, plus 40 sur des indices chinois, on coupe un peu les positions. Plus 30, plus 40 en 3 semaines, on est obligé. Si ça se fait en 6 mois, c'est pas la même chose. On peut regarder, mais quand ça se fait en 15 jours, 3 semaines, on comprend bien que... de toute façon, en bourse, quand on fait plus 30%... Après, au-delà de 20-25%, 30%, on encaisse un peu au moins. Donc c'est ce qu'on a fait pour voir un peu comment la poussière est retombée. On l'a vu, elle est retombée quand même assez violemment parce qu'on a retracé quasiment 50% des mouvements aussi. Donc ça reste très technique. Il y a beaucoup de spéculation là-dedans encore. Investir sous forme de panier de valeur, pourquoi pas. Après, on peut faire des choses assez intéressantes en regardant si on veut les gros blockbusters à l'international ou les valeurs locales. Il y a eu des comportements assez similaires sur les deux. On va voir comment ça se passe pour la suite. Intervenir individuellement sur les titres
après là-bas, moi je ne sais pas le faire. Et je pense qu'il y a effectivement ce risque-là. Alibaba, c'était un point d'entrée. Il y avait un excès de pessimisme et un excès de sous-valorisation qui était un pari boursier à prendre en compte pour une société qui fonctionne quand même pas mal, même si elle a déçu un peu récemment. Donc oui, c'est quelque chose à conserver, mais on a toujours cette volatilité, cette nervosité et cette allocation qui doit rester, à mon avis, moindre compte tenu de ce phénomène-là. Maintenant, est-ce que ça va avoir des conséquences réelles sur notre économie ? En tout cas, ce que je vois, c'est que les grosses mains du marché n'ont pas décidé que ce serait le cas dans les médias. Ils restent très sceptiques sur le sujet. À en juger par la configuration du luxe. Je ne dis pas que ce ne sont pas les points bas pour le luxe. En tout cas, c'est peut-être pas le luxe qui en profitera le plus. J'en sais rien. On verra. Peut-être que le plan chinois n'est pas destiné à permettre à l'ensemble de la population chinoise de payer du Louis Vuitton et du Hermès en plus. Cette mécanique-là, elle est peut-être un peu simple. Peut-être que le marché est un peu simpliste dans la corrélation et l'association des valeurs du luxe au plan chinois. Effectivement aussi. D'autres choses qui s'ouvriront par la suite peut-être. Bon, ça a été le mois du dollar aussi à nouveau, quand même le dire. Dollar, peut-être. Question. Non, mais c'est vrai que... Est-ce que ça change la donne pour l'euro-dollar là ? On était quasiment à 1,12 fin septembre. Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est que ça fait maintenant depuis, alors je ne sais plus, décembre 2022, qu'on évolue entre les mêmes limites, sur l'euro-dollar, 1,04, 1,12, et là on est en plein milieu de la zone d'évolution. 0,850 quoi, je sais pas combien on est. Mais... Ouais, on remontait un petit peu tout à l'heure, là, 0,860, on est tombé un peu plus bas. Bon, on est en tendance baissière, ok, objectif c'était 1,07, 475, et puis si on casse ce niveau, ça pourrait réaccélérer jusqu'après au bas de la zone, mais on n'en est pas là. Il y a actuellement, clairement, cette dynamique dont Philippe parlait aux États-Unis, qui fait que les taux parfois remontent. C'est-à-dire qu'on croit dans la dynamique américaine, les taux d'intérêt montent, le dollar les taux d'intérêt américains ont baissent moins vite que les taux en Europe. Même si aujourd'hui on se dit qu'en Europe ils vont baisser vraiment plus graduellement, plus difficilement. Donc sur le plan fondamental, on se dit, a priori, ça pourrait bénéficier à l'euro. Bon, ok. Et surtout, si on valide une reprise de l'économie en 2025, comme cela est espéré par une majorité d'économistes, d'acteurs de la gestion, etc. Voilà, l'idée, c'est, en 2025... un petit flux, un petit vent, un petit souffle. Exactement. Donc, il y a, on va dire à long terme, si on parle de plusieurs mois, l'euro aurait plutôt... un vent porteur. Maintenant, c'est pas le cas. Et cette baisse, d'ailleurs, elle se fait, mais dans un calme incroyable. Ouais. Ça baissait vraiment presque pipe par pipe. C'est pas un décrochage, quoi. Oui, on n'a pas eu de violence dans une pression, mais pas de violence. Hier. D'autant plus qu'il y a une fausse sortie. Hier, il y a eu des stats. Au moment donné, ça a été la seule fois ces derniers temps où ça a été un petit peu. Il y avait la BCE. Et les ventes au détail US le même jour, donc ça... C'est ça. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a eu un peu un rouleau compresseur. Pourquoi ne pas imaginer qu'à partir de en gros 1,08 et jusqu'à 1,0780, je parlais d'un 0,780, c'est quand même un niveau support important, on peut tenir. Il y a pas, c'est difficile parce qu'il n'y a pas matière à vraiment envisager une très forte baisse. Sur le plan technique, c'est baissier, mais... Il y a cette divergence comme ça de messages qui font que fondamentalement ça pourrait évoluer, techniquement c'est toujours baissier. Est-ce qu'il y a matière à se dire qu'on va aller bien bas ? Non. Sinon de toute façon on serait déjà parti beaucoup plus rapidement à la baisse, je pense. Et rappelez-vous, quand on est parti à 1, même à un moment donné, c'était assez stressant. Oui, il y a eu un effet à un moment d'entraînement. Et le message, globalement, il était stressant. Ouais. Ce n'est pas le cas, là, actuellement. Ouais. Il y a plutôt de l'optimisme à long terme. Bon, je vois quand même refleurir au moins cette question dans la presse anglo-saxonne sur l'euro-dollar et la question d'un retour à la parité. Hier, quand on a vu l'euro s'enfoncer sous un 0,820, on sortait du canal haussier. Voilà. Et là encore, on a l'impression que le marché a de la mémoire. Donc, il a bien repéré qu'en dessous de 1,0830, ça changeait peut-être un petit peu. Il y avait un basculement. Donc, voilà. Ça ne sera pas pour cette fois-ci. Mais là, maintenant, comme on dit, on joue avec la bascule. C'est tout ce que je peux en dire. Je
suis pas trader de devises et je pense que c'est très 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 compliqué d'être trader de devises. Mais le point de bascule est juste sous nos pieds, quoi. Ah oui, absolument. On est vraiment dessus, très clairement. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que là, ça y est, on vient d'inscrire un nouveau record sur l'or là pendant l'émission. Oui, oui. Là, on est au-delà de 2720. Oui. On a aussi le Bitcoin, mais qui repasse les 68 400. J'ai l'impression que pour moi, c'est un peu pas le même raisonnement. On a l'impression qu'on s'en va vers une nouvelle prolifération monétaire. Alors, je pense que c'est un petit peu une anticipation d'initié. Ça se fait avec un dollar fort. Enfin, ça se fait avec un dollar qui est quand même... Parce qu'il y a plus de croissance. Qui est plus haut, mais qui est quand même encore ferme. Il y a plus de croissance aux États-Unis. Ouais. Et on pense que Trump peut peut-être forcer ceux qui voulaient se dédollariser à utiliser à nouveau le dollar. Trump a utilisé des menaces terribles. Ceux qui n'utiliseront pas le dollar verront leurs importations taxées de 50%, de 100%. Voilà, donc oui. Et puis, c'est vrai qu'avec une dynamique à 3% de croissance, on a besoin de plus de dollars, prévisionnellement, que d'euros. Bon, ça, c'est bête et mécanique. Mais c'est surtout aller chercher de l'or quand les taux montent, quand le dollar monte. Oui. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a tous les vents contraires et ça grimpe quand même. Donc, manifestement, il y a des gens qui achètent parce qu'ils se projettent dans 6 mois, dans 9 mois. Ils se projettent peut-être au moment où Christine Lagarde dira finalement, le plan Draghi, je trouve pas ça si mal. 800 milliards par an pendant 5 ans. Voilà. Je crois pas que ce soit elle qui décide de ça, mais bon. Non, il y a un moment. C'est pas elle qui décide de lever de la dette en commun en Europe. L'industrie allemande commence à couiner au niveau de l'automobile. Si les Allemands sont d'accord, le groupe Fiat est en grève, c'est la première fois en 40 ans. Parce que la production a chuté de 30% en Italie. C'est juste, on attend des élections en Allemagne en l'automne 25. Est-ce qu'on prend conscience qu'on a une chute de 30% de la production automobile pratiquement en un an? Quand Volkswagen dit qu'ils sont plus compétitifs en Allemagne et qu'ils sont prêts à trahir le pacte séculaire avec leurs salariés en Allemagne, oui, je pense qu'il y a un signal envoyé de ce point de vue. Mais sur l'or, ça va où alors l'or? Et l'or, ça va où? 2827. 2827. Bon. Non, mais... Rien à rajouter. Voilà. Alors moi, si, je compléterai avec l'argent. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'argent. Pourtant, on va parler beaucoup de l'argent. Il n'arrive pas à franchir les 32-30. S'il y arrive, on ira sur 37,5, 38. Donc il y a probablement plus de potentiel sur l'argent à partir du moment où il franchit vraiment. C'est une très très grosse résistance. 32-30, c'est vraiment du très très lourd. À un moment, vous étiez même plus positif sur l'argent que sur l'or. Mais c'est ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, si on en parle. J'ai pas vu la perte de l'argent, mais ça colle à l'or quand même. Insister sur le fait qu'on avait raison. Non, mais ça colle à la performance de l'or, l'argent aujourd'hui là. J'ai pas fait de comparaison. Non plus, j'ai pas regardé. À court terme, l'argent un tout petit peu de vent maintenant. Depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier. Ah oui, donc c'est plus de 30% de hausse aussi pour l'argent. D'accord, c'est plus le cas. 33. Voilà, à court terme, c'est plus le cas. Et effectivement, on est sous des niveaux de consolidation, mais c'est hyper propre. On a une grosse cible à 34,70. Ensuite, c'est aux alentours des 40 et pourquoi pas des extensions à 45 sur l'argent. Donc, on a encore beaucoup de place. Non, je pense que le potentiel est quasiment épuisé sur l'or qui a déjà dupliqué son range précédent, celui dans lequel il était bloqué de 2021 à 2024. Il l'a déjà dupliqué par le haut 2 fois. Oui, là, on ne va pas redoubler la performance partant des niveaux actuels. Surtout qu'il n'y a pas le même potentiel industriel sur l'or que sur l'argent qui nous permet d'être encore plus confiants sur le sujet. Est-ce que c'est toujours un marché de stock picking là ? Ah oui, c'est un marché de stock picking plus que jamais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des choses pas mal qui se mettent en place. Si on veut regarder du côté sectoriel, déjà, on avait parlé des télécoms, ça se confirme. Les télécoms qui étaient très en retard, qui ne bougeaient plus depuis 2017, sont sortis d'une zone de consolidation. On parle du secteur télécom européen. Et le mouvement se confirme, il n'invalide pas, il reste régulier dans un marché qui ne fait rien. Donc si on regarde des Deutsche Telekom, des titres comme ça, c'est toujours très, très en forme. Il y a l'industrie qui surperforme énormément. Le secteur de l'assurance, qui était très consensuel mais qui continue. Le secteur de la santé qui était très consensuel, dont on se méfie un peu, qui a retracé un petit peu, mais ça reste fort. Et le secteur bancaire qui est en train de déborder des niveaux toujours hyper importants. Ça fait 2 ans que les banques surperforment. Ouais, mais ça patinait depuis 2-3 mois.
Et là, c'est en train de sortir par le haut. Il y a un élément intéressant aussi, c'est dans la participation, et ça c'est plus large sur les marchés américains. On parle d'intelligence artificielle, mais on a remarqué que depuis le mois d'août, le rebond qui s'était mis en place aussi, s'était fait de façon plus large. La participation des titres était plus large. Et il est intéressant de voir que sur un panier de valeurs, si on veut travailler ces secteurs-là de façon globale, bien celui qui représente l'intelligence artificielle a progressé depuis le mois de septembre de 5%, alors que celui qui est sur l'économie digitale, on retrouve parmi elles des titres équivalents, mais il a progressé de 10%. Donc c'est en train de ruisseler sur d'autres secteurs. Et donc là, c'est aussi un signe de solidité. La participation, c'est tendance, c'est ce qu'on reprochait à cette construction de marché. C'est pas mal aussi. Pour le reste, il y a des éléments qui se mettent en place aussi du côté des indices italiens. C'était surperformant. Depuis l'été, quelques semaines, c'était sans tendance franchement. Et puis là, récemment, c'est des sorties par le haut qui se mettent en place, qui sont à confirmer en hebdomadaire. Il y a l'indice large italien et puis le FTSE MIB 40. Et puis, on peut regarder aussi des indices de mid-caps italiennes qui sont en train de peut-être réactiver une dynamique. Très belle cote. Et qui est une belle cote. Et qui, ce soir, enfin aujourd'hui, est en train de tenter une réactivation haussière hebdomadaire. Donc, il y a des choses pas mal. Et puis, alors, ça, c'est pour la partie large. Et donc, je ne réponds pas au stock picking. Stock picking, on a parlé d'RBC Arbitrage qui se comporte bien. C'est un tank, ça avance pas très vite, mais dans un marché qui est compliqué, il y a des choses pas mal. Valeur rendement, ABC Arbitrage. Voilà, valeur rendement. Et puis valeur oubliée, je me réfère à une bonne émission que j'ai vue sur le sujet, qui explique aussi son désamour par les investisseurs à cause de surpondération dans certains ETF. Ah oui, bien sûr. Donc, bien sûr, il est venu nous le raconter, Dominique Séolin. C'était en début d'année. Exactement. Ils se sont fait arracher, je crois que c'était février-mars, parce que le MSCI Small surpondérait le poids d'ABC Arbitrage dans son indice, dans son ETF, et que quand il est sorti, ça a valdingué dans tous les sens. Exactement. Et donc, peut-être retrouver des couleurs grâce à ça. Ah ouais. On a Aramis qu'on a évoqué déjà et qui continue son parcours haussier de façon très régulière. Dans un autre domaine, cousin, c'est Avians, l'ancienne ALD. Donc là, c'est plutôt location de voiture, mais ça donne des possibilités. Il y a Voltalia dans les énergies renouvelables, donc je vous donne des choses assez larges. Trigano qui réagit bien, qui a retracé beaucoup. Elior qui a toujours un comportement intéressant, qui n'arrive pas à déborder un gros niveau un peu en dessous des 4. Mais donc il y a du stock picking à faire. Oui, il y a des choses à faire de ce côté-là et des parcours qui sont pas mal pour l'instant. Il y a une rotation qui se met en place. Le marché small et mid. Oh, mais les bonnes. Tu parlais d'Elior, Romain. L'As, aujourd'hui, elle a franchi les 3,80, 3,82. Tu vois, j'ai pas eu. Et il y a un mois, c'était des insiders qui vendaient à 3,78. Donc, c'était déclaré. Dans des managers, oui, de l'entreprise. Oui, bien sûr. 3,78, il y avait des ventes. Et donc, aujourd'hui, je l'ai vu, en effet, aller à 3,82. Moi, c'est une de mes grosses lignes spéculatives. J'ai ça et j'ai du Genfit qui a pris 40% ce mois-ci. La biotech. Je pense que, d'accord. Je pense que c'est sérieux. Et puis après, moi, j'aime bien les valeurs comme Ruby, qui va encore aussi détacher un dividende exceptionnel. On verra à quelle sauce fiscale on sera mangé, mais... et puis il y a un rendement extrêmement important, c'est 8% à peu près. J'aime bien les valeurs comme GTT. On peut se dire, mais pourquoi elle n'est pas mieux cotée? Elle n'est pas très connue, elle n'est pas très médiatisée, on en parle peu. Ils ont des marges... Alors, je ne sais plus, mais la marge GTT, je crois, c'est 50% ou 60%. Oh, mais c'est possible. C'est quelque chose comme ça. Ils sont les seuls quasiment à faire ces membranes, effectivement, pour les grands méthaniers. Et en plus, ils ont un carnet de commandes. Bien sûr, délirant. Les chantiers navals sud-coréens, c'est ça, leurs gros clients, c'est les chantiers navals. Les Chinois, beaucoup. Les Chinois aussi. Voilà, ils ont beaucoup de Chinois. Donc, non, il y a des valeurs intéressantes qui peuvent prendre des relais. Dans les performances, je regardais sur un mois, c'est vrai qu'on a encore des dispersions. Ah oui. Oh, wow, c'est assez impressionnant. Puis au sein du même secteur, moi c'est ça qui me frappe. Il y a des sorts d'entreprises au sein d'un même secteur. Adidas, Nike, Hermès fera sans doute évidemment mieux que Kering. C'est une configuration graphique moche, attention. Ah ouais. Elle forme une structure en porte-voix ou un triangle inversé. Je l'ai regardé l'autre jour. D'accord. Ça se termine souvent mal, ce genre de configuration. On attribue ça en un mot à de la désorientation. Ça fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts. D'accord. En haut de marché. Ça veut dire que généralement des grosses mains sont en train d'alléger du papier, puis ils enlèvent toute la pression. Mais il y a eu une vraie histoire de recovery jouée sur Adidas. Oui, mais à moins 7% au moment de la publication. Et des plus hautes. C'était le jour des LVMH aussi. C'était le jour aussi. Mais en tout cas, ça se termine pas très très bien. En tout cas, à court terme, il faut être prudent sur le titre. Bon, il y a aussi Nestlé qui va pas bien quand Unilever va très bien, etc. Et puis les Aramis qui se portent bien quand le... Il y a Vetoquinol qui s'est fait taper il y a il y a une semaine, 10 jours. Et aujourd'hui, c'est Virbac. Et alors, Virbac avait boosté.
Vetoquinol s'était fait taper. Et là, du coup... Il y a un petit retour, un petit rééquilibrage, voilà, c'est ça. Parfois, quand même, même dans le même secteur, vous voyez, on arrive parfois à... Mais bon, c'est vrai que ça tout dépend de la qualité, et du management, c'est évident. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe dans une troisième année de bull market, Philippe? Je reviens à mon idée. On a pris 60% sur le S&P sur les 2 premières années du bull market. Ouais, alors Octobre 22, octobre 24. pour moi, le bull market, il date de mars 2009. Ah oui, d'accord. Oui. Les trous, quand même. Donc 666 sur le S&P 500 et 2005 sur le CAC. Le trou Covid, c'est vraiment ce qu'on appelle un bruit. Et quand on regarde ça en analyse technique, si on fait une bougie ou si on fait des points alors figures, c'est pas la troisième année, oui. Donc, on est sur quelque chose qui est pour moi un peu l'équivalent de ce qu'on a eu de 91 ou de fin 94 à 2000. Oui, on a perdu 40% sur les indices en France. Oui, mais ça, c'était vraiment un accident, c'est un bruit. C'est un bruit. Un blip. Voilà. C'est une bombe atomique. Non, mais c'est très simple. Si on pense que le bull market n'en est qu'à son début, pour l'instant, on est à, si on prend le Wilshire 5000, on est à 2,15 fois le PIB américain. Donc les records de 1929 sont battus. Si on pense que c'est que le début du bull market, ça veut dire que bientôt, on sera à 2,5, 3 fois le PIB américain, pourquoi pas 5 fois. C'est vrai que, comme on dit, dit l'humoriste, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. On s'arrêtera là, je crois, c'est pas mal comme conclusion. Merci beaucoup, merci à vous trois, les 3 sorciers de Smart Bourse. Vous le savez, chaque 3e vendredi du mois pour parler marché à l'occasion des échéances. C'était une échéance mensuelle de marché aujourd'hui. Philippe Béchade était avec nous. La Bourse au quotidien, les Éconoclastes, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil et Romain Dobré, Bourse Direct.